Aujourd'hui, tout le monde accule la jeunesse. Ils sont nuls, ils ne savent pas écrire, qu'est-ce qu'on ils fait? ne valent rien. Tu croises des jeunes à Abidjan, ils vont te dire à Abidjan ici, tu connais pas quelqu'un, tu n'auras pas de stage. Est-ce que tu as déjà vu le ministère? J'ai jamais été reçu dans un ministère, moi. Je menace mes amis là. Je leur dis arrêtez de donner 100 000 aux enfants là. Donnez bien. Vous allez au Bénin. Au Bénin, il n'y a pas de différence entre la jeune fille et le petit garçon. Je me suis sapée. J'ai mis ma veste, tu me vois dans le plateau avec mes escarpins. J'ai fait le tour, déposer les enveloppes. On ne m'a jamais rappelé. Bien sûr. Jamais. Hello la team, ici Esther Bois. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve dans ce nouveau numéro dédié au Dîner Gala de l'Excellence. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Esther Bois, auteure, entrepreneur, conférencière et formatrice. J'accompagne les personnes comme toi, qu'ils soient salariés ou pas, à lancer un business à côté de leur activité. Donc, on va t'aider à trouver ton idée de business qui sera alignée avec tes valeurs, avec tes compétences, avec la manière dont tu veux organiser ta vie. Une fois qu'on a validé ton idée de business, on va t'aider à la mettre en place. Communication, marketing, stratégie commerciale, gestion de ton entreprise, recherche de financement. Pendant 1 an, on travaille avec toi pour t'accompagner à mettre en place ce projet qui te tient à cœur ou qui brûle dans le fond de ton cœur depuis longtemps. J'accompagne également dans tout ce qui est investissement immobilier, donc achat de résidence principale, investissement locatif, sous-location professionnelle. Donc, si tu souhaites te lancer dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, tu es le bienvenu. Tu as en bas de la description les liens pour nous contacter. Encore bienvenue sur cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de me dire en commentaire les sujets que tu voudrais que j'aborde sur cette chaîne dans le domaine de l'immobilier ou de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un grand homme d'influence qui est parfois dans l'ombre, mais nous sommes allés le dénicher et ce soir, on aura l'occasion d'entendre son parcours, un homme qui impacte véritablement la jeunesse ici en France et en Afrique. Je vous prie de bien vouloir recevoir Monsieur Pacom Kipré. Comment tu vas, tonton Pec? On va prendre un fou rire avant de commencer cette interview. Bonjour Esther, Bois Bonjour. Consulting. Le consulting. Merci. Je vais bien. Je vais très, très, très bien. Je suis content d'être dans tes Moi salons aussi. qui sont magnifiques. Merci. Il y a de belles lumières, il y a une très belle déco. Merci. Il y a des fleurs. Il y a du rose, octobre rose. Oui, voilà, enfin, Ouais, coucou on à toutes célèbre les voilà, femmes. à toutes les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Et puis à tous ceux qui se battent aussi pour Yes. c'est tous ensemble qu'on va éradiquer ce mal-là. Donc je vais bien. Super, Dieu merci. Alors, j'ai commencé par t'appeler Tonton Pec parce Bien que sûr. c'est sous ce nom-là qu'on te connaît sur les réseaux sociaux. Déjà, merci d'être là. Comme je le disais, on est allé te dénicher quelque part parce que tu te caches un peu. Mais je pense que les gens ont besoin de savoir qui tu es, de savoir tout ce que tu fais parce que tu fais énormément de choses. Mais on va commencer tout doucement par une petite présentation. Qui es-tu? Qui se cache derrière Tonton Pec? Alors, je suis à l'état civil, pas comme Christian Kipré. Je suis ivoirien. C'est important que... La chance d'être important ivoirien. de le dire dans ce contexte. Je suis de famille... mes 2 parents étaient fonctionnaires. Mon père était officier supérieur de gendarmerie. Ma mère était infirmière scolaire. Et donc, j'ai grandi à Abidjan. J'ai suivi mon bac à Boaké. Puis je suis rentré, j'ai fait une partie de mon parcours universitaire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et je suis arrivé en France en 1996-97. Ah, moi, j'étais encore une gamine. Hein? À l'université de Paris 8. Non, t'as fait Paris 8? Oui. Ben, je fais Paris 8. Oui, c'est notre fac. Ah ouais? À force. Une très belle fac sur laquelle tout de suite je me suis senti chez moi. Et puis après, je suis rentré en école de journalisme. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis de formation universitaire, licence d'anglais, master en journalisme. Et puis après, je suis rentré j'ai fait une reconversion dans le cadre jeunesse et sport. Et aujourd'hui,
Je suis cadre à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, où je m'occupe des enfants qui sont en grande difficulté scolaire, détachés dans un collège à Paris qui est dans le 20e arrondissement, le collège Lucifort. D'accord, waouh, magnifique parcours. Oui, Et je suis très contente que tu sois mon aîné alumni de l'Université Paris 8. Ça fait plaisir. Alors, on te reçoit aujourd'hui dans le cadre du dîner gala parce que tu es l'un de nos invités d'honneur. Et pour moi, c'est invité d'honneur. Honneur, 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 honneur. Alors pourquoi? Parce qu'on veut vraiment mettre en lumière ce que tu fais et qui a un impact sur la jeunesse ici à travers ton travail, mais également en Afrique via ton association. Donc le dîner gala, il y a la partie networking, réseautage, mais il y a aussi une grosse partie impact social. Donc cette année, on a la chance de t'avoir. L'idée aujourd'hui, ça sera de montrer à la diaspora, aux entrepreneurs, qu'on peut être entrepreneur et avoir un impact social. Et même pas on peut, on doit. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce volet associatif avec les jeunes? Ok. C'est un peu... j'ai envie de dire que je n'ai pas ma place parmi vous. Pourquoi? Parce que je ne suis pas entrepreneur. C'est pas grave, hein? Je ne suis pas entrepreneur et j'ai été agréablement surpris d'être mis à l'honneur comme ça de ce dîner gala que je suis depuis quelques années. Je crois que nous en sommes à la troisième édition. Ouais. Vous avez fait une vidéo me concernant qui a eu des retours fabuleux de toute la communauté, de toutes les communautés auxquelles j'appartiens. Mes amicales d'anciens élèves, depuis le primaire, le collège, le lycée, l'université, des grands frères qui sont revenus vers moi, des oncles même, et des gens qui m'avaient perdu de vue, qui m'ont retrouvé. Il y en a eu 5 ou 6. Wow. C'est la magie des réseaux sociaux. Il y a un qui m'a appelé, qui m'a dit... Je prends mon billet d'Abidjan, je viens à Paris pour soutenir mon frère. Ça, je ne suis pas étonné. Non, c'est l'une des premières fois où une vidéo postée sur moi a un tel retour aussi phénoménal. Donc, du coup, je leur disais, les gars, calmez-vous. Je n'ai pas eu un gros chèque parce que c'est l'argent, très souvent pour rigoler, qui peut attirer les gens autour de soi. Non. Et puis voilà. Donc, du coup, alors... Je ne sais pas si on rentre dans le vif du sujet. Sûr. Donc, nous y sommes. À côté de ce que je suis comme cadre à la direction des affaires scolaires, là, j'ai développé ce que j'appelle le don de soi. Voilà. Je le dis toujours dans presque toutes les interviews que j'ai eu à donner, à accorder à la presse, aux jeunes gens qui voulaient tracer mon parcours. Je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. Et je sors d'un système où, quand je suis rentré dans les écoles publiques que j'ai faites, on nous donnait. Vous savez, le président Houphouët-Boigny, il avait une vision de générosité, mais qui était complètement enviée dans la sous-région. Nous, mes aînés rentraient à l'école, on avait les livres qui étaient fournis. Ouais. On rentrait à l'internat, on avait tout. On arrivait à l'internat qu'avec nos brosses à dents et nos habits. On avait les draps, on avait le matelas, on avait le placard, on avait le cadenas. On avait tout ça. Et c'était une très, très saine émulation. Quand vous sortez d'un tel système, ça marque. Ça marque vraiment les esprits. Ça marque vraiment les générations. Donc forcément... moi, j'ai fait partie des générations où, quand le président Houphouët-Boigny recevait le prince Albert de Monaco ou celui de Londres, ou bien le roi d'Espagne, ou bien le roi de Belgique, Baudouin, on nous mettait sur la route pour applaudir, vive le président. Voilà. Et donc ça nous marquait. On nous mettait là, on nous donnait des Fanta. Waouh, à l'époque, le Fanta de l'époque. C'est ça qui te piquait, dont les bulles te piquaient le nez. Ça. Donc, du coup, quand tu fais un parcours comme ça et que tu en sors, je ne dis pas que je suis richissime, mais je suis riche des valeurs que la Côte d'Ivoire m'a données. Et obligatoirement, tu dois t'engager au service des plus jeunes. Parce que quand on rentre dans un pays,
la première couche de la population à laquelle on a affaire, c'est les sourires jeunes. Des enfants et les sourires des jeunes. Et aujourd'hui, chez nous, ces sourires-là, ils s'éteignent. Hein? On n'en parle même pas de ces deux couches de la population-là. Et moi, c'est mon combat. C'est mon... On me dit toujours, tu vas faire de la politique. J'ai dit, mais j'en fais déjà. C'est ça. Je ne suis pas obligé d'être rattaché à un parti ou truc. Donc, la politique sociale, je la fais en impactant auprès de ces jeunes-là. Et donc, voilà ce qu'on fait. Donc, mais comment tu es arrivé dans le milieu des jeunes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a marqué? Tu aurais pu aider les femmes, tu aurais pu aider, je ne sais pas, les hommes. Pourquoi les jeunes et les enfants? Alors, je crois que mon engagement, je vais le contextualiser à partir des troncs qu'on nous remettait pour participer à la collecte des lépreux avec la Fondation Raoul Follereau, le premier dimanche du mois de janvier chaque année quand on était élève. Ça commence comme ça. Après, tu te dis, mais il y a un truc à faire. Moi, ma notion de participation solidaire est venue de là. Tu te dis, il y a quelque chose à faire. Et puis... je crois que je tiens un peu aussi cela de ma mère, parce que je l'ai vu faire. Dans sa famille, elle était un pilier autour duquel beaucoup de choses se gravaient. Et puis, elle donnait. Elle donnait. Mes deux parents. Donc, il y a aussi cette inspiration-là. Ouais. Donc, aujourd'hui, ça part de là. Et donc, du coup, quand je rentre en école de journalisme, j'ai toujours voulu ressembler à Serge Paco-Maoulou. D'accord. Je ne sais pas si tu connais. C'est les premiers journalistes de la RTI qui présentaient le journal. Et on avait le même, évidemment, on avait le même prénom. Il avait sa femme aussi qui était journaliste, Marie-Antoinette Aoulou, qui présentait une très belle émission qui s'appelait à l'époque « Avec vous, madame ». D'accord. Nous, on était encore... Voilà. Et donc, c'était un couple qui me fascinait. Et lui particulièrement. Donc, je me suis dit, je vais faire des études de journalisme. J'y suis arrivé. Et après, quand je suis sorti de l'école de journalisme, j'ai travaillé, je vais rendre hommage à Mobé Alain Mévégué, qui était le premier avec Joseph Andjou, qui à l'époque avait un canard à Paris qu'on appelait Afrobiz, qui m'ont tout de suite embauché. Donc, j'ai travaillé avec eux 5 ou 6 ans. Puis c'était un peu difficile, le journalisme en France, avec des réalités. Voilà, c'était le début des années 2000 et tout. Et je me suis reconverti voilà, dans l'enseignement, dans l'encadrement et l'accompagnement des jeunes. Voilà, je me suis inscrit dans des agences comme Academia. J'ai passé des diplômes Greta, des certifications pour enseigner en lycée professionnel, en lettres et histoire géo. Et puis c'est comme ça que je suis arrivé. Tu rentres en contact avec les jeunes. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. Et quand je suis rentré dedans, dans le moule... direction des affaires scolaires et jeunesse et sport, que j'ai vu la panoplie de projets, mais foisonnants et débordants d'énergie. Je me suis dit, ah non, engage-toi. Et ça, c'était en France? Oui. Mais comment tu arrives à faire le lien finalement avec les jeunes de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu te dis, tout ce potentiel que je vois ici, nos jeunes ne l'ont pas, il faut que j'aille apporter ma pierre? Comment tu fais ce lien-là? Ben, je le fais tout de suite, immédiatement, sans me poser des questions. Le premier pas que je fais, j'étais assistant pédagogique dans un collège à Vincennes. Et puis, la principale, Madame Levastre, elle me dit comme ça, écoutez, Monsieur Kipré, on va changer toute la bibliothèque. On a plein de livres. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit, mais bien sûr que ça m'intéresse. Elle dit, alors, allez voir avec la documentaliste et puis voyez ce qui vous plaît. Je suis allé voir. Il y avait une tonne de livres. Ah ouais. Donc, il fallait que je fasse un tri. Donc, je fais le tri parce qu'il ne faut pas prendre les manuels scolaires. Les manuels scolaires français, on n'en a pas besoin. Va pas servir, voilà, on n'en a pas besoin en Afrique. Mais tout ce qui était romans, encyclopédie, magazines, revues scientifiques, des choses comme ça. On en a fait près de 80 cartons. Waouh! Puisqu'ils renouvelaient tout. Près de 80 cartons. Et
Elle me dit, mais qu'est-ce que vous allez en faire? J'ai dit, mais je veux peut-être les offrir dans des établissements en Côte d'Ivoire. Elle me dit, on va vous accompagner. Waouh! Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? J'ai dit, bah, écoutez, Madame Lavas, je vais rentrer chez moi réfléchir. Et je vous reviens. Toute la nuit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ouais. Parce que c'est vrai, j'ai 80 cartons. Ce n'était pas des petits cartons. 80 cartons, je fais comment? Je suis allé lui dire, je lui ai dit, mais il y a du fret à faire et puis il faut que je me déplace pour aller. Elle dit, bon, on vous paye le billet d'avion, on vous paye le fret. Ah ouais. On prend dans les fonds sociaux du collège et puis on fait ça. C'était en 2007. Waouh. Mon premier, dont je n'ai pas voulu m'éparpiller, j'ai tout remis à un collège à Abidjan et c'est parti comme ça. Waouh, déjà bravo, bravo, bravo. Alors moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, le fait que cette opportunité soit venue à toi et que tu te dises, tu aurais pu dire, qu'est-ce que j'ai à faire de ces livres? Je ne sais pas, envoyer-les quelque part, mais tout de suite penser au pays, au collège, et puis finalement, on va dire Dieu ou l'univers, on appelle ça comme on veut, met à disposition les moyens parce qu'il y a eu cette disposition de cœur-là. Parfois, on veut aider, mais on se dit, je n'ai pas les moyens à mon petit niveau. Qu'est-ce que je peux faire? Quel impact ça aura? Je pense qu'il faut faire peut-être un premier pas et les moyens viendront finalement. Évidemment, c'est ce que je me suis dit immédiatement dans l'instant. C'est pour ça que je lui ai dit que j'avais besoin de temps de réflexion. Et je voyais qu'autour de moi, je ne pouvais pas immédiatement mobiliser des fonds pour ça. Je lui ai dit, bon, écoute, elle t'a tendu une perche. Rentre dedans, tu n'as rien à perdre. C'est ça. Tu auras plutôt à gagner. Et donc, ça s'est fait naturellement. Voilà. Et puis, c'est parti comme ça. Non, mais c'est super. Et du coup, là, aujourd'hui, tu as la 3e édition d'un événement que tu organises avec ton association. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, à côté de ce que je suis, donc je disais que j'étais président, je suis vice-président de la Fédération ivoirienne de handball, chargé de la diaspora parce que je suis ancien handballeur moi-même. D'accord. Et puis président du réseau solidaire, social et participatif. C'est un groupe de jeunes cadres ivoiriens et camerounais qui s'occupent d'enfants et de jeunes en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc, notre projet phare, qui s'appelle Insert Jeunes, consiste à envoyer en stage des jeunes qui ont entre 14 et 22 ans et qui sont entre la 4e et l'université. En Côte d'Ivoire et au Cameroun? En Côte d'Ivoire et au Cameroun, à partir en stage 1 mois du 1er au 31 août chaque année. Depuis 2000, on a commencé la première édition. Nous sommes à la 3e, on vient de boucler la 3e édition. Donc, depuis 2022, 2023, 2024, voilà. 2022. Donc, l'idée pour nous, parce que je me suis rendu compte, quand je pars en vacances en Côte d'Ivoire, j'arrive chez mes cousins, ou bien chez des amis, les enfants sont devant la télé. Ils ne font rien. Devant des chaînes de télé, avec des contenus qui ne sont pas adaptés pour leur âge. Et c'est toute la journée comme ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un système où, pendant les vacances, il n'y a rien qui est prévu pour dans les le enfants, quartier, pour les enfants et pour les jeunes, d'un point de vue institutionnel. Parce que des matchs de Maracana, ça y en a, des Miss Colonies, des podiums de téléphonie qui vont venir se mettre là pour pouvoir... les enfants dansent. Voilà. Ça, pour moi, c'est pas... Je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Le sport, c'est bien. Mais si l'institution ne descend pas au cœur des quartiers pour que ce soit établi, on n'accompagne pas nos enfants. Donc, justement, les parents laissent les enfants à la maison. Et puis, vous savez comment ça se passe. Avant les cousinades, nos parents, c'était des gens qui étaient comme ça. C'est ça. Donc, aujourd'hui, tu vas chez notre génération ne fonctionne plus comme ça. Donc, les enfants sont dans une solitude, sont chez eux. Il n'y a pas de contrôle. Puis, ça se passe comme ça. Et donc, j'ai un de mes cousins qui me disait, la sortie de la famille, c'est d'aller dans tel coin manger des burgers, des frites. C'est ça, les vacances. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, bon. Donc, on a pensé ce projet-là qu'on copie sur ce qui se fait, ce que fait en France. En France, les élèves de 3e vont en stage. Font un stage. C'est un programme d'éducation nationale. C'est ça. Ils font un stage et c'est
comment on appelle ça, le compte rendu de ce stage-là qu'ils présentent à l'heure orale de BEPC. J'ai adapté. Et puis, on est parti comme ça. Donc, du coup, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on lève des fonds. Chacun d'entre nous, on organise des repas une fois chaque 2 mois chez l'un ou chez l'autre. Au cours de ce repas-là, chacun, je ne dirais pas est obligé, chacun a un impôt de 50 € qu'il dépose dans qu'il dépose dans une enveloppe. Et c'est ce qui nous sert à financer au moins le transport de ces enfants. Parce qu'Abidjan est devenu aujourd'hui, au niveau du transport routier, très, très compliqué. Nous, on était d'une génération que j'appelle la génération Goul. Donc, tu prenais le bus de Port-Boué à Yopougon. Le bus, il était régulier. Il n'y avait pas de soucis. Aujourd'hui, c'est infernal. Et beaucoup de parents se plaignent que les enfants, ils aiment les nouvelles formes de taxis que nous avons. Mais c'est normal. Le jeune homme, il est à l'arrêt de bus, mais il peut mettre. Moi, petite anecdote, je me rappelle qu'une fois, j'ai pleuré dans le bus parce que je prenais le 49 d'Abobo au campus. Jusqu'au campus. Mes 2 pieds ne touchaient pas le sol. J'étais tellement coincée, je commençais à pleurer. Et puis, le chauffeur de 49, il grillait tous les arrêts. Direct. Quand il vous prend du campus, le prochain truc, c'est à Bobo. Donc, tous ceux qui sont entre les 2 plateaux, Angers, tout, c'est mort. C'est pas évident. Donc, il faut accompagner nos enfants. Il faut accompagner nos jeunes. C'est vraiment utile. Nous, on a profité de nos oncles et tantes parce qu'on s'organisait en bande de, j'ai envie de dire, des pirates. On écumait les bureaux pour aller avoir 5 000, 10 000 pour s'acheter des déodorants, pour s'acheter des trucs de garçons, des trucs de filles. Aujourd'hui, les jeunes filles, par exemple, les questions de précarité menstruelle, c'est des réalités chez les jeunes filles aujourd'hui. On parle des jeunes filles, mais aussi il faut parler des petits garçons. Oui. Parce que c'est eux aussi qu'il faut éduquer. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on a une explosion de grossesse en milieu scolaire. On va parler de beaucoup de trucs, les uns mis dans les autres. Oui. Mais c'est parce que l'éducation de masse n'est pas mise à profit des jeunes. On dira que c'est la famille, dans la famille que cela se fait. Mais il y a les institutions mais aussi. On ne se rend pas compte qu'on a beaucoup de jeunes qui ont perdu leurs parents dans ce qu'on a vécu et qui se retrouvent comme ça, mais livrés à eux-mêmes. Les enfants qui sont dans la rue, tu ne peux même pas faire 100 mètres avec ta voiture sans avoir des jeunes gens qui te... Voilà. Et puis ces jeunes gens-là, après, quand ils veulent s'assouvir, ils trouvent des jeunes filles. Et puis, il y a beaucoup de choses. Il faut de l'éducation. Non, mais c'est extraordinaire ce que tu fais avec ton réseau parce que mettre juste 50 €, on peut se dire, oui, c'est pas grand-chose. Mais mis ensemble, on ne se rend pas compte de ce que ça peut faire dans nos pays. Et puis, même au niveau des stages, tu croises des jeunes à Abidjan, ils vont te dire, à Abidjan ici, pour avoir un stage. Moi, je me rappelle, quand l'université était fermée en 2010 pendant la crise post-électorale et j'étais allée faire un BTS pour ne pas rester là m'ennuyer. Et après le BTS, il faut faire un stage pour valider. Je me suis sapée. J'ai mis ma veste. Tu me vois dans le plateau avec mes escarpins. J'ai fait le tour, déposer les enveloppes. On ne m'a jamais rappelé. Jamais. Donc, ça fait que dans l'esprit des jeunes aujourd'hui, que ce soit des élèves, des étudiants, on se dit, tu ne connais pas quelqu'un, tu n'auras pas de stage. Donc, finalement, ça vient répondre à un problème. Et je pense qu'il faut que tout le monde s'engage. Bien sûr. Au niveau de la diaspora, est-ce que tu as un message à faire passer aux entrepreneurs, aux salariés, aux parents, voilà, pour vous aider dans ce sens-là? Mais j'ai envie de te dire qu'au niveau de la diaspora, ce mot-là a commencé à ne plus me faire jubiler. Ah ouais, pourquoi? Oui, parce que rien ne se passe. Ah bon? Oui. Rien ne se passe. Beaucoup de choses se passent dans le factuel. Par exemple, quand on va avoir un événement, on va se retrouver, la diaspora, ceci, cela. Et puis que chacun rentre chez lui. C'est fini. C'est fini. On travaille beaucoup en individualité. Peut-être que c'est comme ça que c'est fait, mais je regarde des diasporas. La diaspora chinoise, par exemple? Je regarde la diaspora malienne, pakistanaise. Je regarde la diaspora sénégalaise. J'ai été une fois à une réunion des amis de fac qui m'ont envoyé à une de leurs réunions avec leur papa.
Ils avaient levé des fonds pour construire un hôpital dans leur village. Wow. Ce jour-là, j'ai pris des claques. Je me suis dit, c'est incroyable. En fait, il faut que l'Ivoirien arrête de se plastronner. Le moi-je, c'est moi qui ai fait. C'est grâce à moi. C'est ceci, c'est cela. C'est pour ça que moi, dans la notion de réseau solidaire, la participation solidaire et la notion participative est importante. J'ai dit toujours à mes copains du réseau solidaire que je salue ici, c'est parce qu'il faut un président. Sinon... C'est vrai. Oui, ils sont là, non, c'est toi, président, à vie, tout. C'est parce qu'il faut un président. Sinon, c'est nous tous. C'est nous tous qui impactons ces jeunes-là. Ouais. Ce qu'on fait, c'est que, au-delà de ça, dans notre réseau, chaque enfant est accompagné par un mentor. Ah, ça, c'est super, oui, ça. Chaque enfant est accompagné par un mentor. Et quand on finit la partie stage d'août, on récupère tous ceux qui sont étudiants. Et puis, eux, ils vont en stage en alternance entre le 1er novembre et le 31 mai. On fait de l'alternance en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a trouvé dans notre façon de les aider. Et vous trouvez des entreprises? Oui. Parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais attends. Le jeune homme, il rentre en première année de marketing, BTS marketing. Il est dans une école, mais on l'abreuve. De théorie. Voilà. Il a des leçons. Mais le marketing, même sur le terrain, il ne sait même pas ce que c'est. Mais l'idée serait que dans son emploi du temps, forcément, il a des trous. S'il a 2 après-midi où il n'a pas cours, il va en entreprise. Et du coup, c'est adapté. Est-ce que c'est comme l'alternance ici, ça. Ou c'est par exemple 2 semaines, 3 semaines, ou 2 jours, 3 jours, ou c'est adapté au programme des écoles? Non, c'est nous qui sommes venus leur parler aux entreprises de ça. C'est des entreprises de mon réseau. Je n'ai pas d'entreprise d'État dans mon réseau. J'ai que des entreprises, c'est-à-dire des pressings, des supermarchés, aujourd'hui des supermarchés de proximité, des boîtes d'événementiel, des cabinets d'avocats, de notaires, des amis à moi qui sont avocats, notaires, des pharmaciens. Dans la pharmacie, il y a 1000 boulots. Oui. Il y a le préparateur, il y a la comptabilité, il y a tout ça. Donc, c'est moi qui leur ai parlé de ça. Ils m'ont dit, mais attends, Pec, c'est génial. Ouais. C'est génial ce que tu proposes. On va les prendre. Donc, la première promotion de stagiaires en alternance, ils étaient 30. Ils ont commencé l'année dernière, du 1er novembre au 31 mai. Mais ces enfants-là, ils en sont sortis. Waouh! Alors moi, je veux passer un message, profiter de cette lucarne-là. Ça, c'était la première promo. Dans la deuxième promo, il y en avait combien en alternance? On a commencé l'alternance dans la deuxième promotion. D'accord. Voilà, il y en avait 30. Et là, sur la troisième promotion qui va partir, bon, on devait commencer, parce qu'il faut... Moi, la France m'a appris l'anticipation. Yes. C'est une culture très, très importante. L'anticipation, le maîtriser ses rendez-vous, être à l'heure à ce rendez-vous, je l'ai appris en étant en France. Donc, du coup, on a commencé à anticiper, mais on a été très vite freiné parce qu'il y avait les élections. Ah oui. Bon, là, les élections sont finies maintenant. Les élections on peut vaquer à nos occupations. Donc, on va reprendre. Le truc, c'est que dans le programme d'alternance, chaque enfant a un parrain coach qui lui donne une bourse. De combien à peu près? De 25 000. Par mois? 25 000 par mois. 25 000, ça fait combien d'euros à peu près? Ça fait 40 € pour payer son transport, puisqu'il y va 1 ou 2 fois par semaine. Oui. Donc, le gamin, il arrive à jongler. Les 25 000, c'est la base. Après, s'il est généreux. Voilà. Et en général, c'est le cas. Ouais. Donc, on a un groupe WhatsApp où je menace mes amis là. Je leur dis, arrêtez de donner 100 000 aux enfants là. Donnez bien. C'est bon. Donc, on a créé une famille. On a créé une famille et j'ai beaucoup de larmes parce que, vous savez, quand on vous écrit quand vous n'êtes pas ami avec quelqu'un sur Messenger, ça passe dans des spams. Oui. Quand je vais regarder ces trucs-là, je referme directement parce que j'ai des centaines de demandes. Mais je ne peux pas. Alors moi, je veux passer un message à 2 catégories de personnes. Premièrement, les entreprises et à l'État de Côte d'Ivoire. Si vous regardez cette vidéo, partagez-la au maximum pour qu'elle arrive à qui ça doit arriver. Vous imaginez des jeunes
qui aujourd'hui sont livrés à la prostitution, à la drogue, à plein de vices, à l'alcool. Et ça commence très tôt maintenant. Bien sûr. Nos enfants qui ont 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est incroyable. Si ces jeunes-là sont occupés en train de faire un stage, une alternance, déjà ça redonne de l'espoir. Se dire qu'on peut avoir du travail et ça donne beaucoup plus de possibilités. Donc, aux entreprises de prendre ces jeunes-là en stage, en alternance. Donc, ça, c'est vraiment le premier message pour l'État de Côte d'Ivoire, pour les entreprises qui vont suivre cette vidéo. Et même si vous êtes un entrepreneur, que vous êtes légalement constitué, que vous pouvez accueillir ces jeunes-là, ça serait génial. Et deuxième message à la diaspora. Tonton Peck a dit tout à l'heure qu'on est individualiste. Non, 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 je refuse ça. Et on va lui prouver le contraire. Donc, 40 €, c'est le prix de 2 McDo. Avec 40 €, tu t'es fait un resto, c'est fini. Donc, vraiment. Donc, je veux que toute personne qui va suivre cette vidéo-là puisse prendre un engagement. Vous me contactez soit en commentaire, soit en message privé où on laissera les coordonnées pour être mentor d'un jeune. Vraiment. Si tu es entrepreneur, tu es salarié, peu importe. Et c'est là qu'on mesure finalement l'impact social qu'on a. Tu fais ton business, ça marche, tu te débrouilles. Comment est-ce que tu peux impacter la vie d'un jeune? Avec 40 € par mois, tu permets à un jeune d'être en alternance, d'être en stage, ça lui paye le transport et puis ça lui ouvre beaucoup de portes. Si cette vidéo-là arrive à toucher, il ne serait-ce que 200 personnes. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont dans ces spams, qui attendent, le nombre de jeunes qui attendent, tu seras en train de redonner de l'espoir à quelqu'un. Donc, tu vas t'engager. Il ne faut pas que ça reste juste du blabla. J'ai écouté la vidéo, c'est fini, je suis passée à autre chose. Non. Et 2, il faut partager cette vidéo-là à quelqu'un qui peut lui aussi parrainer. Et justement, s'ils ont envie de parrainer, de rejoindre ton réseau, comment ça se passe? Ben, c'est sûr. Enfin, on a une page, hein, on a une page Facebook, Réseau solidaire social et participatif. On va l'afficher en bas. Voilà, Réseau solidaire social et participatif. Il y a aussi mon Facebook Pekis Blackman. Bon, comment on va retenir ça? On va afficher le Facebook. Je crois que quand on tape P-E-C-K, oui, ça sort. Et puis bon, grâce à Esther aussi Bois, vous pouvez avoir mon WhatsApp pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce qu'effectivement, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on peut bosser et puis aider nos enfants. Il y a une jeunesse en Côte d'Ivoire qui est complètement éteinte. C'est celle-là. Mais si vous voyez le vivier que j'ai, mais des jeunes d'une intelligence remarquable, qu'on a forcément éteint pour faire la promotion de beaucoup de... Je ne veux pas dire des choses ici, mais cette jeunesse-là, elle existe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'ils sont consignés, ils sont avec nous et avec leurs parents dans un WhatsApp. Les parents aussi? Oui, les parents sont là, oui, parce que oui, il faut quand même formaliser les choses. Ouais. Dans l'année, on organise, c'est-à-dire on saute sur tout ce qui est sortie culturelle. Là, par exemple, le mois dernier, le grand frère Alain Tailly avait fait un café littéraire au Centre culturel français, qui est devenu aujourd'hui l'Institut français. Moi, je suis très old school. J'ai du mal à m'adapter. Centre culturel français, c'est avant ça. Voilà, le CCF, à côté de la pyramide. Il y a un groupe qui est allé là-bas. Wow, super. Voilà. Là, pour le 15 novembre, on prépare le 15 novembre, c'est leur sortie. C'est une grande sortie qu'on fait. C'est soit on fait un petit voyage... pour qu'ils découvrent des travaux champêtres, ou alors ils vont aller rencontrer un artiste. Ah, c'est magnifique. Voilà, non. L'idée, c'est de les faire accéder à la culture, d'aller voir des matchs de basket, d'aller voir des matchs de foot, de rentrer dans des milieux auxquels ils n'ont pas accès. Parce que ce qu'on a fait, c'est que nous travaillons avec des établissements scolaires que je peux citer. On a le lycée moderne de Cocody, le lycée moderne de Port-Boué, on a Yopougon. Et puis, on a aussi les enfants de nos familles qu'on met dedans. Donc, avec ces établissements-là, il y a des assistantes sociales dans les établissements. J'ai découvert ça. Ça n'existait pas à notre époque. Et c'est comme ça qu'on a pu fédérer ces jeunes-là. Mais il y a une force, mais vive. Wow. Alors, ça me fait penser à quelque chose et je vais adresser un message à Madame, son Excellence, Madame Bakayoko Liramata, qui aujourd'hui est ambassadeur... représentante de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO,
qui a été présidente de l'université de Cocody quand j'y étais encore. Et elle sera peut-être au dîner gala, on l'espère. On lui a envoyé une invitation. Donc, si elle voit ce message-là, vraiment qu'on puisse avoir de l'aide pour ce magnifique projet-là. Et c'est une femme tellement brillante. Et accessible. Une maman qui est attentionnée par tout ce qui va toucher l'éducation des femmes, de la jeunesse. Donc, c'est un message qu'on envoie, avoir de l'aide aussi dans ce sens-là, avec l'UNESCO, par exemple, pour soutenir et accompagner ces jeunes-là. Alors, moi, ça me touche profondément parce que tout ce qui touche aux enfants, ça me parle tout de suite. Je me rappelle que j'étais allée, je crois, l'année dernière en Côte d'Ivoire. J'étais allée dans une église, une grande église de la place, et ils avaient fait un appel aux dons pour les frais de scolarité de certains enfants. Donc, je crois que ça tombait pile poil dans mon anniversaire, le 30 juin. Donc, j'ai pris, je crois, 6 enfants. Et après, j'ai oublié, je suis passée à autre chose. 1 an après, je repars à Abidjan et il y a un des messieurs qui m'envoie un message. « Bonjour, Madame Bois, si vous vous souvenez, vous aviez pris en charge 6 enfants. Voici les moyennes qu'ils ont eues. » J'ai commencé à pleurer. C'est pas fabuleux, ça. J'ai commencé à pleurer. Et de bonnes notes. Je me suis dit, mais il faut que je voie ces enfants-là. Parce que c'est ça, c'est le parrainage. C'est quelque chose qui, pour toi, est peut-être minime ou moyen. Mais ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un, c'est juste incroyable. Oui. C'est bien, c'est bien. Nous sommes soutenus. Enfin, c'est important quand on passe sur des plateaux de télé comme ça, on fait des vidéos pour parler de nous, d'évoquer aussi les gens qui nous aident. Aujourd'hui, je veux profiter de l'espace de la lucarne que vous m'offrez pour dire un grand merci à la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diago, qui a toujours cru en moi. La première année, c'était en 2021, on a mobilisé des fonds pour construire un terrain de sport dans la ville d'Issia pour des enfants. Quand je suis allé les voir, qu'ils ont vu que j'avais un fonds, ils ont dit, on vous accompagne. Wow. On a construit un terrain omnisport avec 8 sports qu'on pouvait pratiquer sur ce terrain-là à Issia. Et depuis lors, BJKD, avec à sa tête, c'est la présidente Olga Djadji, ne nous a jamais lâchés. Wow, à chaque fois. Et c'est toujours chez BJKD qu'on fait nos cérémonies de lancement et de clôture du programme Insert Jeunes. Voilà, il y a BJKD. Évidemment, il y a mon grand frère Stanislas Zézé qui est tout le temps à me booster, à m'accompagner. Depuis l'histoire du terrain aussi. Il dit toujours quelque chose qui me fait rire. Il dit, vous savez, Pec, c'est quelqu'un, quand il vous demande quelque chose... tu ne peux pas refuser. Vous ne pouvez pas refuser. Il a dit ça une fois. J'ai dit, mais non, grand frère, si ça ne rentre pas dans... Voilà. Et à chaque année, il soutient financièrement. Voilà. Et puis j'ai envoyé des jeunes... Souvent, il a pris des jeunes stagiaires aussi chez lui. On a des grandes entreprises qui prennent nos jeunes, qui rentrent dans des milieux où nous-mêmes, on ne peut pas rentrer. Et ce que je demande aux entreprises, parce qu'il y a un contrat, moi, je dis toujours aux chefs d'entreprise, déjà, de nous les prendre, c'est du luxe. Yes. Parce que prendre un enfant de 4e qui est en 3e, dans un cabinet d'audit comme ça, de gestion, what's wrong, j'ai envie de dire. Yes. Parce que j'ai fait la demande à une copine qui était assistante de direction dans un ministère. Mais elle m'a dit que j'étais fou. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Qu'est-ce que tu veux que je reçoive une jeune fille de 15 ans, 16 ans dans mes pattes? Elle dit, mais non, elle n'est pas formée. J'ai dit, mais justement, tu fais une erreur. Il faut qu'elle vienne découvrir. J'ai dit, tu fais une erreur. Et l'erreur que tu fais, c'est ce que notre tout institution le monde fait. Parce que vous ne vous rendez pas compte que même en assistanat de direction, en BTS, il y a des jeunes filles de 22, 23 ans qui ne sont jamais rentrées dans un secrétariat pour apprendre. Et ça, c'est... En fait, ton projet me touche parce que ça répond tellement à un gros besoin de la jeunesse aujourd'hui. Combien de personnes qui sont à l'université, qui ont fini, qui ont le master, qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise? C'est exactement ça. Jamais.
C'est exactement qui ça. n'ont jamais travaillé, à plus forte raison, stage, alternance. Aujourd'hui, c'est illusoire pour un jeune de se dire j'aurai un stage. Bon, l'alternance, c'est maintenant que ça commence à arriver, peut-être avec ton projet. Mais pour moi, ça redonne de l'espoir. Ça fait dire aux jeunes. Et même dans les habitudes des entreprises, il faut que ça commence à s'intégrer. Qu'on puisse dire, on prend des élèves de 3e en stage, ils viennent découvrir. Ici, on appelle ça stage de découverte. Et ça peut les inspirer à mais se dire... les jeunes Français des lycées français qui sont chez nous, mais les entreprises sont très contentes de les recevoir. Oui. On leur ouvre les portes. Oui. Quand moi j'envoie mes petits, on me dit, mais oui, mais nous on reçoit des jeunes Français ici, c'est bien ce que tu fais, on va les prendre et tout. Alors si on prend des jeunes Français, parce que c'est dans leur programme, c'est vrai que eux c'est dans leur programme, tout, mais on ne se rend pas compte que un enfant, pour qu'il apprenne une langue, c'est tout de suite. Pourquoi ? Ça va vite. Parce qu'il est enfant. C'est ça. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut le mettre dans les têtes des enfants ce qu'ils ont à apprendre quand ils seront adultes. Si on ne fait pas ça, on se retrouve... Aujourd'hui, tout le monde accule la jeunesse. Ils sont nuls. Ils ne savent pas écrire. Ils ne valent rien. Mais au niveau même du quartier, toi, la grande sœur qui fait ce poste-là, qu'est-ce que tu as fait pour récupérer un samedi 10 petites filles pour dire, venez, on va faire un atelier cuisine. Je vais vous apprendre comment on fait, par exemple, le soumara à la frite. Tu prends 10 comme ça. Toi-même, tu investis. Tu dis, allons au marché. Économie domestique. Je te donne 10 000. Il faut faire le marché. Je suis là, je regarde. Mais c'est comme ça que nos mamans nous ont éduqués, on éduqué nos grandes sœurs. Mais quand vous allez au Bénin, il n'y a pas de différence entre la jeune fille et le petit garçon. Ah ouais. Mais non. Là-dessus, l'éducation à la béninoise et la togolaise, mais c'est un truc de ouf, comme on dit. Moi, j'ai été au Bénin en 2021 pour accompagner Miss Littérature, le quartier dans lequel j'étais. Le matin, je me réveille, j'ouvre la porte. Tous les petits garçons étaient en train de balayer. Ce n'était pas les petites filles. Hein. Donc, je dis à la maman, mais c'est les garçons qui balayent. Elle dit, tout le monde c'est eux qui balayent. Avec l'accent. Ils connaissent leur travail. J'ai été impressionné. Ils étaient peut-être une quinzaine. Ils ont balayé la rue. Tranquille, quand ils ont fini, ils sont allés au marché avec leur maman. Voilà. Non, mais en plus, est-ce que les entreprises rémunèrent les stagiaires et les alternants? Alors, justement, j'allais en venir. Parce que moi, je disais que moi, c'était du luxe qu'ils m'apportaient. Donc, je n'allais pas être gonflé. De demander... Ben, bien sûr, Esther. Attends, on te donne ça, tu vas prendre ça. Donc, alors, ce qui peut être tout à fait normal dans des primes de stage. Oui, mais justement, j'ai mis une clause pour dire que cependant, si l'entrepreneur, le DG, souhaite donner un cadeau à l'enfant à la fin de son stage, ça serait bienvenu. Il n'y a pas d'obligation. Mais tous les enfants sortent de là. Est-ce que tu as déjà vu le ministère? J'ai jamais été reçu dans un ministère, moi. Non, mais franchement. Je n'ai jamais été reçu dans un ministère. Ce projet-là, c'est tellement grand, c'est tellement impactant qu'il faut que le ministère te reçoive. Mais le ministère de la Jeunesse, je crois qu'ils ont ce projet-là, hein, ils le font. Ça fait 2 ans, sauf que ce n'est pas la même chose. Nous, on a un suivi. Mais le ministère de l'Éducation nationale, surtout. Oui, parce que ces projets-là concernent à la fois l'éducation nationale, la jeunesse et le sport. Et puis le ministère de l'entrepreneuriat, je ne sais pas comment on appelle ça chez nous, ce qui est PME, PMI et tout, c'est les 3 ministères qui doivent pouvoir Agence travailler. emploi jeune. Voilà, qui doivent pouvoir travailler ensemble pour pouvoir institutionnaliser ça. Par exemple, aujourd'hui, moi, je reçois dans mon vivier, il y a des enfants qui viennent de Kokumbo. Waouh. Qui viennent de Kokumbo. Pourquoi Kokumbo? Parce que je suis conseiller spécial du maire chargé des questions de l'enfance et de la jeunesse. Donc, évidemment, j'ai mis le projet dedans. Donc, on a des enfants qui viennent de Kokumbo, qui viennent là. Mais à Kokumbo, il y a quand même des administrations. Il y a des entreprises. C'est pas grand, c'est un gros village. Mais on peut... Parce que tu sais, pour les histoires de stage, c'est ce que je disais. Hein, j'ai dit, la couturière du quartier. On peut faire un stage. On fait un stage chez la couturière. Coiffeuse. Tu peux être en première C et puis faire un stage chez la couturière. L'idée, c'est d'être occupé. C'est ça. Et d'apprendre quelque chose et de rajouter une ligne sur un CV. C'est ça. Voilà, tu vois. Donc, depuis la 4e, ceux qui ont commencé, qui sont aujourd'hui en première, ils ont déjà 3 lignes sur leur CV. Et
Ça, pour nous, c'est une richesse. Non, mais parce qu'il y a le serpent qui se mord la queue. Quand tu vas postuler, on te demande expérience professionnelle. Tu dis, tonton, il y a expérience là, je prends ça où? Bien sûr. Et c'est compliqué parce que finalement, les jeunes ne sont pas, je ne sais pas si je vais dire employables parce qu'ils n'ont pas d'expérience, mais à quel moment on leur donne l'expérience? Ici, en France, quand tu finis tes études, tu fais un stage pour valider ton diplôme, une alternance, un CDD, un CDI. C'est logique, en fait. Mais tu arrives, tu n'as jamais fait de stage, d'alternance. Tu n'as pas d'expérience, tu ne connais pas. Qui te donne ta chance? Et on a énormément de jeunes qui se retrouvent dans ces situations-là. Donc, c'est un projet tellement énorme. Alors, tu ne le savais pas, mais je te l'annonce. C'est que pendant le dîner gala, on va... Sa tête. Pendant le dîner gala, on va demander à tous ceux qui seront là, en tout cas ceux qui le souhaiteront, de devenir sponsors et partenaires de ce projet-là. C'est tellement important. On a 300 entrepreneurs qui seront réunis. Donc, même si dans la salle, on a une centaine qui s'engagent, c'est 100 jeunes qui auront l'occasion de faire un stage ou une alternance. Et puis, 40 € par mois, ils pourront quand même payer. J'espère que je peux compter sur vous. Donc, je vous l'annonce. Préparez-vous. En tout cas, ceux qui seront intéressés, vous pourrez à cette occasion-là rencontrer Pacom Cripré et puis vous inscrire à ce programme-là. C'est génial. C'est génial. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est normal. C'est Noël avant l'heure. Le Père Noël est descendu avec sa hôte. Non, c'est vraiment important. Vous savez, je reviens toujours à la façon de gérer les choses du président Houphouët-Boigny. Mm-hmm. Pareil en sport. Mm-hmm. Aujourd'hui, les sports dits mineurs en Côte d'Ivoire sont morts. Mm. Avant le week-end, les championnats de basket, de volley, de handball, mm-hmm. la natation, l'athlétisme, mais drainait mais du monde. Le palais des sports, c'était une poudrière, mm-hmm. explosive. Pourquoi? Parce que le président Houphouët-Boigny avait demandé à toutes les entreprises ivoiriennes de financer le sport. Wow. Donc, toutes les équipes avaient une entreprise derrière elles. On avait l'ASBIAO, on avait l'ASBCC, on avait l'ASGBCI, on avait le port autonome d'Abidjan. Mm-hmm. Toutes les entreprises, mm-hmm. avec maintenant l'impact des mécènes comme Abinadé, Djamo, mm-hmm. il y avait Yoplait, toutes ces entreprises-là finançaient le sport. Quand tu fais du sport, que tu es jeune et que tu es suivi, forcément, tu vas rapporter des loyers. C'est ça. Le handball, le basket, ils allaient en Coupe d'Afrique. Mais on était craints. Mm-hmm. Aujourd'hui, on connaît que le football. Et encore, le foot commence maintenant à les rejoindre. Mm-hmm. Parce que le foot aujourd'hui qui est sponsorisé, c'est l'équipe nationale. C'est ça. Mais les petites, nos gamins, nos jeunes qui sont dans les équipes qui font le championnat ivoirien. Mais quand vous voyez leur prime, ça fait pitié. Merci. C'est normal, c'est tout à fait normal. On arrive vers la fin de cette interview que j'ai pris un plaisir, en tout cas, de conduire avec toi. Donc, pour tous ceux qui seront au dîner gala, et même pour ceux qui ne seront pas là, parce qu'il y en a qui seront en déplacement, je laisserai les coordonnées de M. Pacom Cripré. Si vous voulez vous engager, vous pourrez le faire auprès de lui et ça sera bénéfique pour vous, pour la jeunesse, pour nos petits frères, nos petites sœurs en Côte d'Ivoire et au Cameroun, c'est ça. Et même si vous n'êtes pas ivoirien ou camerounais, la Côte d'Ivoire, c'est le pays de cœur de tous les Africains aujourd'hui. Donc, même si vous êtes français, polonais, guadeloupéen, centrafricain, etc., n'hésitez pas à participer à ce projet-là. Est-ce que tu as un mot pour toutes les personnes qui viendront au gala que tu voudrais bien rencontrer? Merci beaucoup. Merci Esther. Ça a été une interview très plaisante, dynamique. Plaisir partagé. Voilà, on a vraiment bien échangé. Vous êtes une force, vous les entrepreneurs. Aujourd'hui, on demande aux jeunes gens, aux jeunes filles qui sortent de leurs études d'entreprendre. C'est une excellente chose, l'entrepreneuriat. Je vais peut-être même faire une anecdote. Nous, quand on était au lycée, à l'école et tout, on avait des copines, c'était toujours les filles qui venaient vendre toffee,
lait, bon, caramel. Je lève mais parce que moi, j'ai tout vendu à l'école. Mais ça commençait comme ça. C'est ça. On a l'exemple aussi de nos sœurs qui sont de culture malinké. Les petites filles du comme on dit. De vraies battantes. Quand elles rentrent quelque part, l'argent sort. Elle vient à l'école, on est à l'école et puis elle vient te vendre bazin. Mais aujourd'hui, on voit où elles sont arrivées. Donc, à leur image, là, l'entrepreneuriat, parce que culturellement, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Mes frères, mes parents, eux, ils ont ça. Nous, on doit apprendre. Mais aujourd'hui, on demande aux jeunes gens, aux jeunes filles de s'investir dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il faut avoir les reins solides. Akuba Angola le dit toujours sur les trucs, que je salue au passage, parce que c'est une de nos partenaires aussi avec Maxwell Goris de Texas Grill. Oui. Et il faut continuer comme ça, les entrepreneurs. Vraiment, grâce à vous, parce que je sais que dans l'ombre, vous soutenez aussi des cas sociaux, parce que aujourd'hui, les cas sociaux, il y en a énormément. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Et ce n'est pas tout le monde aujourd'hui qui a envie d'exposer ce qu'il fait sur les réseaux. Nous autres, on est obligés de mettre sur les réseaux parce qu'on voudrait que les enfants toucher beaucoup de trucs. Voilà, faut pas penser que les entrepreneurs ne le font pas. Il y en a énormément qui le font, qui n'ont pas envie qu'on en parle. Voilà, donc ça serait un dîner gala de la gloire, comme on dit. De la gloire glorieuse. De la gloire glorieuse. Si tu as raté ça. Voilà. Donc alors moi, pour les entrepreneurs, c'est ça, je serais content de les rencontrer. Je pense que je vais venir avec 2 ou 3 membres du réseau solidaire. Je vais les motiver pour qu'ils puissent prendre leur ticket et puis venir. Ça aussi, il faut soutenir Esther. Le soutien passe par la caisse. Il faut soutenir Esther parce que c'est une petite sœur qui n'est pas obligée de faire ce qu'elle fait. Et elle le fait parce qu'elle aime son pays et qu'elle nous aime. Donc, rendez-vous. C'est sur le vendredi 28 novembre sur le Diamant Bleu. Le Diamant Bleu. C'est une croisière. Yes. Voilà. Donc, du coup, déjà, il y a le côté romantique, le côté glamour. On va se saper. On va manger de bonnes choses. Et puis, justement, au sortir de là, on aura posé de bons actes qu'on va fructifier, densifier pour que ceux qui doivent en profiter puissent en profiter. Sur ce, je vous remercie et puis rendez-vous le 28 novembre sur le Diamant Bleu. En tout cas, merci encore à toi d'être passé dans cette émission. Et puis, on se donne rendez-vous, comme il a dit, le vendredi 28 novembre. Donc, apprêtez-vous, venez pour impacter aussi notre jeunesse ici et ailleurs. On se dit à très bientôt et merci encore à toi. Merci.